souvenez des premiers matchs NBA que vous avez regardés? Moi, j'en avais regardé 10 ou 12 comme ça lors de la saison 97-98 de suite. T'avais affaire à 10 mecs noirs sur le terrain et tous les coachs étaient blancs. Comme dans beaucoup de sports. Mais au-delà de ça, pour revenir sérieux, vous avez des tableaux avec les mecs qui dessinent. Et qu'est-ce qu'ils dessinent en fait les mecs sur ce fameux tableau noir comme on dit dans le monde du foot? Mais le nombre de stratégies qu'ils en sortent, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais te dire le monde du coaching en NBA. Je vais te dire ce qu'ils font sur ces palettes. Moi, j'ai vu beaucoup de conneries quand j'étais jeune, mais ça me faisait kiffer. J'avais l'impression d'être un jeune joueur en NBA. Il arrivait à me montrer les systèmes, les fameux systèmes avec les croix. Tu fais un écran au pivot, puis le pivot il ressort, puis ensuite toi tu vas couper par l'intérieur et tu ressors dans l'angle. C'est tout le côté stratégique du basket qui rend ce sport à part. Exact. Et pour le coup, je rejoins Samuel, qui fait par ailleurs l'honneur de nous faire sa première avec nous sur ce sujet si intéressant. C'est qu'un coach, au-delà de l'aspect tactique, il y a aussi un aspect management. Le coach, c'est l'image de la franchise, c'est la personnalité qu'il veut donner aussi à son équipe, à sa franchise, et tout ce qui peut, l'apport qui va au-delà du sport, qui est vraiment de l'apport humain. Tu as des grands coachs comme Greg Popovich, comme Pat Riley, qui eux, ont amené plus qu'au basket en fait. Ils ont amené un côté humain, un côté symbolique. Ils ont réussi à apporter aussi une identité à des franchises, que ce soit Pop avec les Spurs. Aujourd'hui, Pop et Spurs, c'est lié à jamais. Notre ami Pat Riley, qui a quand même mis en place ce qu'on appelle le Showtime. Yes. Voilà, juste le Showtime. Ça veut dire tout mais ce que ça veut dire. Mais ce qui est bien, c'est que ça correspondait bien à l'identité de la ville et de la région, hein, notamment concernant les Lakers. Payet, Jerry Buss qui a relancé l'image de la franchise avec Pat Riley, on va certes lui dire il y avait moins de travail à faire au niveau du coaching parce qu'il avait affaire à des grands joueurs. Mais il faut quand même le dire. C'est vrai qu'il y a moins de travail de coaching à faire avec des grands joueurs parce que c'est des joueurs qui sont pas le même métier pour moi. Exactement, c'est pas le même métier. Ils sont déjà préprogrammés par eux-mêmes à devenir très grands et être performants. Justement, ouais. C'est pour ça qu'il y a peut-être pour moi deux types de coachs. Il y a ces coachs-là qui vont vraiment créer des identités de jeu, qui vont créer quelque chose de marquant avec les joueurs qu'ils ont en place. C'est vraiment des équipes qui vont marquer les époques. Et des coachs pour moi qui sont plus dans l'instantané pour gagner, des accompagnateurs. Je suis d'accord. Mais qui savent en fait bien accompagner des grands joueurs et leur donner les clés et les rendre leur donner leurs responsabilités et les rendre importants et créer aussi des grandes dynasties. Genre un Phil Jackson. Un homme qui pour moi était peut-être pas le foudre tactique d'un Greg Popovich, mais qui savait tirer le meilleur de son meilleur joueur. En termes de tactique, vous pouvez pas dire ça parce que son aspect attaquant triangle, même côté défense et même en défense. Même en défense, messieurs, parce qu'il ne faut pas uniquement que parler de l'aspect offensif, parce que même défensivement aussi, Phil Jackson, je pars de la série 2000-2001, Allen Iverson, il faut revenir dans le contexte, Allen Iverson est en lutte pour aller en finale NBA avec justement les Sixers face aux Bucks en finale de conférence Est. Et les Lakers sont déjà qualifiés en fait. Et ce qu'il fait Phil Jackson pour s'adapter au jeu d'Allen Iverson, qui est concrètement le joueur majeur de cette saison, il va utiliser Tyronn Lue. Pas uniquement que dans le match 1 où on a vu Tyronn Lue défendre, se faire marcher dessus. Mais en fait, défendre. Non, mais parce qu'il a très bien défendu son Iverson. Roulé par terre. Oui, mais parce que arrêtez de faire les bandeurs, mais réveillez-vous s'il vous plaît. Mais Tyronn Lue en tant que coach après, parce que Tyronn Lue fait un très gros travail sur Allen Iverson et il l'avait préparé pour faire face justement à ça, pour contrer justement la vitesse d'Iverson, parce que il y avait personne pour contrecarrer ça. Et ça ok sur l'aspect défensif, mais l'aspect offensif, concrètement, l'attaque en triangle, c'est pas lui qui l'a créé. Oui. On va dire démocratisé. Il l'a démocratisé, et il l'a très bien démocratisé vu les titres qui s'en sont suivis. Et concrètement, par rapport à Phil Jackson, il va préparer son équipe dans l'instant présent à gagner immédiatement. Contrairement pour moi à Popovich, qui est un créateur d'équipe, qui va tout à fait. Là, on est plus sur l'aspect managérial. C'est ça. Or que là, on est plus dans un aspect one shot, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, pour moi, c'est la différence, c'est que Popovich, pour moi, a bien fait d'être dans une franchise comme San Antonio où on laisse le temps de travailler. Tout à fait. Il a pu créer son système, prendre des joueurs à son image et créer quelque chose
de beau, qui peut-être s'il avait été dans une grosse franchise comme LA, comme Boston, comme New York ou quoi, il n'aurait jamais eu le temps de faire ça, ni les capacités de le faire. Alors, plus aux Lakers, parce que les Lakers ont gagné tout et tout de suite. À Boston, il faut quand même un effort aujourd'hui, parce que Brad Stevens est là depuis maintenant un petit moment. Donc, Danny Ainge essaie quand même qui est donc GM et président de la franchise, qui essaie quand même de créer un environnement adapté à Brad Stevens pour pouvoir justement avoir le temps de se développer, parce que c'est un jeune coach qui vient de Butler au niveau coach universitaire et qui fait même du très très bon travail. Justement, pour ça, tu vois, c'est pour Phil Jackson la différence, c'est que je pense que, tu vois, Phil Jackson, je l'ai vu au Knicks par exemple, le Knicks c'est pas une référence, non, mais je pense que quand il n'a pas en fait les stars en question, il ne peut pas avoir il n'a pas une identité de jeu qui va être marquante, alors que Popovich, je pense que tu le mets dans n'importe quelle franchise NBA, tu sais que c'est du Popovich. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que déjà Phil Jackson n'occupe pas le poste de coach, il occupe le poste c'est pour ça que donc c'est pas du tout. Donc en fait, il n'est pas à cette époque-là, c'est son pantin. Mais non, et déjà c'est pas vrai, faut arrêter avec ça parce que Derek Fisher mais en fait, qui est pantin ou pas, c'est pas pareil en fait. T'es pas au quotidien avec les joueurs parce que t'es au bureau en fait. Oui, c'est pas la même chose d'être au bureau et quand vous avez un intermédiaire entre vous. Messieurs, réveillez-vous. On sait très bien qu'il allait quand même aux entraînements, il surveillait. Non, il n'allait pas aux entraînements tout le temps. En plus, c'est même pas vrai. Phil Jackson. Donc c'est encore pire ce que tu dis, c'est qu'il était même pas professionnel là-bas. Non, c'est qu'en fait concrètement le poste de GM n'a rien à voir avec le poste de coach au quotidien. C'est pas la même chose. Tu te déplaces pas avec les joueurs lors des road trips. C'est pas pareil. Donc, et de toute manière, ça va demander d'autres responsabilités qui sont plus larges que le basket. Attention, je ne remets même pas en question un petit peu le côté grand entraîneur de Phil Jackson. Mais de toute manière, en termes de legacy, c'est deux styles d'entraîneur. Dans ce cas-là, on peut bifurquer sur les postes legacy parce que Phil Jackson, en termes de legacy, c'est plus un échec que Monsieur Popovich. Oui. Si moi j'ai listé certains joueurs que Pop a pu travailler dans le temps. Vous avez donc Brett Brown avec les Sixers de Philadelphie qui a fait plusieurs années avec lui, et même bien entendu Mike Budenholzer qui avec les Bucks, qui a fait plus de 20 ans au niveau du staff, parce que head coach c'est pas uniquement head coach, il y a également toute une équipe autour dont il faut parler. Tu vois, même cette saison c'est pas intéressant, c'est pas bon les Spurs, mais quand tu regardes un match des Spurs, ça reste intéressant niveau basket. Oui, c'est toujours très bon à regarder. Le basket, c'est quand tu veux voir moi, c'est un enfant, un jeune, qui veut se lancer même dans le coaching ou quoi, il veut voir du basket, ce qui se passe sur le terrain, du côté beau jeu ou quoi. Je lui dis de regarder Popovich. Tu vas regarder Pop. Il fait ça. Après, le truc, c'est pas forcément lui qui va gagner, c'est pas forcément l'équipe qui gagne tout, mais moi, pour la finale contre Miami, en 2014. Je parle même pas de celle qui gagne, moi je parle de celle qui perd. Même en 2013. Celle qui perd, pour moi, c'est la plus belle équipe de basket que j'ai vu de ma vie. Sérieux. 2014, j'ai un petit faible quand même, parce que franchement, 2013, s'il n'y a pas ce shoot, ils sont moins forts en 2014, Miami. C'est ça qui m'impressionne. 2013, Miami pour moi est plus fort. En 2013. Et s'il n'y a pas ce shoot de Ray Allen qui sort de nulle part, ils perdent la finale. Mais clairement, ils perdent la finale. Le trophée dans le couloir. Pourtant, c'est pas une équipe que j'aime, mais je les ai trouvés. Non, mais là, c'est pas une question d'aimer comment ça jouait, c'était magnifique. C'est pas une question d'aimer. C'était la définition du basket. C'est beau. C'était beau. Du jeu sans ballon, avec ballon, incroyable. Déplacement là où il faut. C'était incroyable. Alors moi, je vais à contrario justement du beau jeu. Et j'ai envie de parler quand même d'un homme. Rest in peace, Chuck Daly. Quand même, quand on parle de grand entraîneur, quand on parle de manager, quand on parle de meneur d'hommes, on peut que parler de Chuck Daly. Oui, le mec, il a amené une identité en plus, et on en parlait tout à l'heure avec Pat Riley pour les Lakers, qui est associé à sa ville. Évidemment, on parle donc des Pistons, de Détroit, les Bad Boys. Que Larry Brown va jouer sur cette image aussi parce que les Pistons de Larry Brown, c'est les Bad Boys 2.0. Oui, bien sûr, avec moins de violence sur le terrain. C'est Rashid Wallace, Ben Wallace, Rip Hamilton, et même Tayshaun Prince en défense, qui a totalement éteint Kobe Bryant. C'est une équipe de voyous. En fait, c'est pas forcément des voyous, c'est pas des voyous, c'est des bonhommes. C'est ça en fait. Alors que l'équipe de Chuck Daly, c'est des voyous. C'est vraiment le roi des voyous, Thomas. Sa bande. Par le brigand Rodman. Non, c'est que des voyous. Mais Chuck Daly, ce qui est intéressant justement avec ces gros coachs-là en question qu'on a tous mentionnés, c'est qu'ils vont, même pour des joueurs moyens, ils vont leur dire que vous êtes quand même les meilleurs. Et le plus important pour un coach, c'est que son mindset puisse être intégré dans le système de pensée de ses joueurs. Raison pour laquelle Larry Brown est parti en finale en 2001. Il n'a pas fallu que Iverson. Il a fallu également que les joueurs, on va dire, secondaires de l'équipe puissent y croire en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que Popovich est très fort. C'est parce qu'il a mené
avec Russie Buford, il faut quand même mentionner, parce que c'est pas que Popovich, normalement, c'est tout un environnement concernant l'école Spurs, ou Sean Marks qui aujourd'hui brille. Sean Marks qui est bien sûr, parce qu'on peut parler de ces mecs-là, même avec même au Thunder. Avec Sam Presti, qui a été formé notamment dans l'école board, avec l'école board des Spurs, avec toute la partie opération basket. Sam Presti, qui aujourd'hui GM du Thunder, a grandement joué. C'est vraiment une franchise qui bosse bien. Non, mais de toute manière, c'est une référence pas uniquement que basketballistique. L'OKC, les Nets, tout ça. Les Nets, j'ai eu la chance d'aller les voir moi l'année dernière avec leur fameuse saison surprise. Et c'est une équipe qui joue super bien au basket. J'ai vu moi Nets Pistons. Les Pistons, il y avait Griffin, Drummond, là, c'était les deux bœufs c'était pas beau, quoi. Et en face, déjà, D'Angelo Russell était transformé. Et il y avait plein de joueurs de devoir que la plupart je connaissais à peine, mais ça jouait super bien. C'était beau. Alors vous, en coach d'attaque, vous avez qui en souvenir? Moi, je me suis permis de classifier les coachs. En coach d'attaque, moi, j'ai Alvin Gentry. Gentry, qui était donc le fils de Mike D'Antoni, que forcément qui est mentionné dans cette liste. Mike D'Antoni, bien sûr, avec qui est un peu trop dans l'attaque même. Sexagon Unless, avec sa stratégie aux Suns qui a été exceptionnelle. Je le préfère aux Suns qu'aux Rockets aujourd'hui. Oui, je trouve que c'est une caricature maintenant. C'est exactement ça. C'est une caricature. En fait, c'est que aux Rockets, il a moins de joueurs, par exemple au poste, que ce qu'il avait aux Suns, et aux Suns le jeu était plus diversifié. Bien sûr. Par exemple, il y avait Stoudemire, il y avait des joueurs qui étaient capables de Steve Nash déjà. Steve Nash, alors que maintenant au Rockets, il pouvait créer son shoot et qui a une qualité de shoot très intéressante. Maintenant au Rockets, c'est Harden, Westbrook maintenant en plus. Donc ils sont Westbrook qui est même pas un shooter mais qui pense en être un. Donc ça canarde à tout va et c'est n'importe quoi. Et encore Westbrook. Aujourd'hui, les Rockets, c'est limité à Harden. C'est Harden. Franchement, c'est surprenant, regardez, il se met en retrait. J'y croyais pas, il se met en retrait. Il sait le faire, mais j'y croyais pas, parce que justement, c'est comme ce qui a fait chier un peu Durant. Il est quand même fou. C'est ce qui a fait chier, c'est qu'il commence, parfois, il aimait bien, se montrer. Moi, je suis pas sûr que ce soit seulement la seule raison du départ de Kevin Durant, et en soi, c'est pas le sujet qu'on veut développer non plus. Mais en tout cas, mais je trouve que c'est devenu vraiment une caricature. Parfois, il joue avec PJ Tucker, pivot, faut arrêter les conneries, quoi. Quand on parle justement du Thunder, moi, il y a des coachs justement qui me déçoivent à ce niveau-là, c'est Billy Donovan. Billy Donovan, quand il est arrivé lors de la saison 2015-2016, j'attendais de sa part qu'il puisse montrer sa patte qu'il avait, parce que c'est un ancien coach universitaire, j'attendais de sa part qu'il puisse montrer quelque chose d'un peu plus diversifié, notamment après le départ de Kevin Durant, parce que Westbrook est passé tête gondole. Tu peux rien créer avec Westbrook en leader. Non. Je crois pas, moi. Arrêtez de non, je pense caricaturer les choses comme ça. On dit pas que c'est un mauvais joueur. Je pas parlé de mauvais joueur. Tu peux pas créer un beau jeu avec un ce meneur-là. Je suis d'accord avec toi. Quand un mec il est autant omniprésent et le problème s'il avait resté que Durant au Thunder, je pense qu'on aurait pu voir quelque chose. Donc dans ces cas-là, Durant aurait dû rester. Un match d'éliminer les Warriors. Voilà. Si c'était Westbrook qui partait et que Durant reste, je pense qu'il y avait plus moyen de créer quelque chose. Notamment après avec l'arrivée de Paul George. Raison pour laquelle. Avec Westbrook. Et on a vu Paul George émerger. Oui. Mais au-delà de Paul George, j'aurais aimé aussi que Steven Adams, par exemple, qu'on mette en place plus de systèmes pour lui. Mais quand t'as un meneur qui vient prendre tes rebonds sur ta tête. Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, le Billy Donovan, là où t'en parlais, c'est pour ça qu'il est extrêmement décevant. Parce que je trouve qu'il a eu. Il a trop laissé les clés à. Et puis, il a eu les outils, quoi. Pour le coup, il avait. Non, mais c'est ça. Il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse de se dire non, mais enfin. Moi, je suis désolé. Sam Presti te monte chaque année des équipes exceptionnelles. En plus, dans une franchise qui est pas sexy du tout. Hein. Non, c'est pas attractif. Tu vois, aller à Oklahoma. Bon, tu vois, genre c'est compliqué. Franchement, ils te donnent les armes. Et chaque année, moi je vois des cowboys. Chaque année, tu les vois, c'est des underdogs, le Thunder. Et chaque année, c'est une déception. Et c'est là où je te rejoins effectivement, c'est que Billy Donovan, c'est une vraie déception. Je m'attendais plus à Thunder. Je m'attendais à de la variété de sa part. On compare à Steve Kerr. C'est pas la même chose. Alors Steve Kerr, c'est important de parler de lui parce qu'il a eu deux écoles très intéressantes, notamment avec déjà Phil Jackson aux Bulls. Et il expliquait justement, et bien entendu avec Greg Popovich, il faut bien entendu le dire. Alors Steve Kerr, il a été très intelligent, maintenant ça se voit par ce qu'il présente. Il a dit que ces grands coachs-là en question arrivaient à créer une connexion très forte avec leurs joueurs, que ce soit Popovich ou Phil Jackson. Ça veut dire que vous allez faire basculer vos joueurs dans le système de pensée dans lequel vous voulez qu'ils soient pour performer. Et Steve Kerr, une fois qu'il prend poste aux Warriors, a eu l'intelligence. Parce que si vous vous souvenez de Mark Jackson, il quitte les Warriors avec des joueurs qui ne voulaient pas qu'ils partent. Parce que Mark Jackson faisait du très bon travail une fois qu'il a repris les Warriors début 2010.
et Steve Kerr a eu l'intelligence de laisser les systèmes défensifs de Mark Jackson. Il a dit, Mark Jackson, au niveau défensif, c'est super. Maintenant, on va commencer à changer au niveau offensif, bien entendu. Et on a l'émergence de Stephen Curry. Moi, ce que je trouve fort, c'est ça, en fait. C'est que contrairement, par exemple, à OKC, où quand Westbrook, Durant et Harden arrivent, ce sont censés être des futurs stars, des monstres. On les attend en NBA comme étant des cracks. Quand Durant arrive, c'est le nouveau LeBron, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aux Warriors, que ça soit Klay Thompson, Curry ou Green, c'est des bons joueurs. Tout le monde le sait. Curry, il a plus une image de shooter. Voilà, c'est un bon shooter. Thompson, pareil. Et Green, c'est l'anonymat. Je crois que c'est deuxième tour de draft. Deuxième tour de draft. Et ces trois-là font un truc extraordinaire. Et Steve Kerr les rend extraordinaires. Les rend extraordinaires. C'est là, ça, c'est ça qui se passe. C'est très bien ce que tu dis. Là, on voit bien la force de l'organisation pour remonter et pour faire développer les ressources de... Et c'est là justement qu'on arrive à cette fameuse finale de conf où tu as... Quelle année? OKC 2016, Warriors 2016, où tu as ceux qui sont censés être les stars face à ceux qui vont le devenir pour moi. Mais après 2015, ils sont champions déjà. Oui, mais déjà 2015, déjà, mais ça c'est déjà la surprise. Et c'est déjà la surprise. Et 2016, tu as donc le Westbrook Durant face aux Warriors de Curry et Thompson et bien sûr Draymond Green. Et c'est là que tu vois à quel point un coach est important. Quand tu as en face, parce qu'individuellement, Durant c'est meilleur que Thompson. Oui, Westbrook, intrinsèquement à la base, c'était censé être meilleur que Curry. Que ce soit en défense, c'est ça. Surtout en défense. Mais même athlétiquement, tout ce qu'on veut. Oui. Et là, tu vois à quel point un coach, ça change tout. Parce que ce que vont faire les Warriors, ce qu'ils vont créer après ça, c'est extraordinaire. Et on le voit après, pour ça que moi, quand souvent on critiquait ce choix de Durant de rejoindre cette équipe-là, je trouvais que c'est vrai que c'était dommage, mais je disais qu'en soi, les Warriors, c'était pas faussé comme quand les Lakers te recrutent 10 000 stars de haut niveau. Non, parce qu'à la base, les Warriors, ces joueurs-là, sont devenus des stars. Sont devenus des stars. La différence. Mais ça, c'est justement l'influence d'un autre grand homme aussi. C'est un monsieur Jerry West. Exact. Jerry West aussi de Jerry West, qui est juste, pour ceux qui ne le savent pas, juste le logo de la NBA. Le logo de la NBA. Merci de mentionner. Il faut quand même le préciser. C'est un joueur un homme qui a absolument à chaque fois gagné. Malade en ce moment d'ailleurs. Chic. Un vieux monsieur, mais qui a fait un coup exceptionnel avec les Clippers là, mais qui aussi a formé les Warriors. Les Warriors de et il a tout fait pour ne pas trader Klay Thompson. Justement, il a gardé Klay Thompson. Il y avait des pourparlers pour Minnesota. Les Lakers des débuts des années 2000, c'est aussi Jerry West. Enfin bref, c'est lui aussi qui empêche Chris Paul ou pas? Non, ça c'est David Stern. David Stern, qui est lui qui bloque tout. Alors au niveau des coachs, j'aimerais aussi qu'on parle un peu des coachs défensifs, si vous voulez faire le tour. Larry Brown. Il n'y a pas que lui. Il y a pas que lui. Il y a parce qu'il y a Frank Vogel qui actuellement coach des Lakers. Je me fais souvent chier devant les matchs, mais on gagne. C'est ça. Steve Clifford également qu'on peut également mentionner et bien entendu Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, on m'en parle pas. C'est le gars, je le déteste. Alors Tom Thibodeau, depuis qu'il nous a ruiné Derrick Rose. Derrick Rose s'est ruiné tout seul. Tom Thibodeau, s'il vous plaît messieurs, retrouvez votre concentration. Tom Thibodeau qui était donc coach assistant des Celtics de Boston de leur titre en 2008 jusqu'à 2010 et il part ensuite aux Bulls. Alors ce qui est très intéressant, est-ce que vous vous souvenez de sa voix rocailleuse à Tom Thibodeau sur le banc? Moi, ce qui me surprend le plus de ce monsieur-là, c'est qu'il a réussi à faire de Joakim Noah un joueur de basket. Mais Joakim Noah, il sort combien de draft? Il est pas 9ème, je crois. Il est 9ème de Florida 14. Bien sûr. Donc tu peux pas dire uniquement. Non, mais en fait, on l'a vu après, en fait, c'est surtout un bon défenseur. Et il a réussi à faire des systèmes avec lui, des choses que. Mais même à la passe, Joakim Noah était intéressant, même à la passe. Bon, c'est vrai qu'offensivement, Joakim Noah, on le sait, c'est compliqué. Il sait qu'il est limité, mais ce qu'il produit sur le terrain, notamment en défense, et donc, bien entendu, à la passe, sous la couverture de Brad Miller, qui terminait ses années aux Bulls, il y a eu une transformation. De toute façon, après les blessures de Derrick Rose, c'est là qu'on a vu ses limites pour moi. Thibodeau, c'est qu'il a jamais réussi à faire un autre système. C'est vrai qu'offensivement, il y a des limites. Non, ce qui est vrai, c'est que Tom Thibodeau, que je critique parce que il nous a quand même cassé Derrick Rose, qui était pour moi parti tout seul. Non, mais arrêtez avec cette excuse. Non. Quand t'as les genoux comme ça, tu ne dois pas continuer de forcer autant à le panier. Tu fais attention quand t'es Tom Thibodeau, tu peux faire un peu de load management, tu peux sortir effectivement, c'est garbage time, le match t'es gagné, tu le fais sortir. Bref, Tom Thibodeau, au moins, il aura amené une identité aux Bulls. C'est une identité effectivement un peu bad boy, une équipe défensive. Quand effectivement on a parlé de Joakim Noah, quand on a parlé de Derrick Rose, un peu Tash Gibson, les disputes avec les Browns, Holding même qui était bon à l'époque. C'est différent de Frank Vogel qui avec Indiana quand il affrontait LeBron, ça restait courtois, je trouve. Mis à part Stephenson qui est un petit con, mais quand il y a le duel, par exemple, le duel Paul George LeBron, ça a toujours été
Oui, ça a été courtois. C'est toujours été un peu soft. Alors que contrairement avec les Bulls, je suis d'accord avec toi. Noah Libron, c'est ça, mais après, c'est un peu l'image aussi de la conférence, de la division centrale, où on a pas mal de duels. Moi, en termes de coach défensif, j'ai encore Eric Spoelstra, sous la patte de Riley. Incroyable. Donc, d'ailleurs, Riley, monsieur Showtime, qui fait Los Angeles et Miami dans sa vie. Les deux villes les plus Showtime des États-Unis. Et New York, la ville des États-Unis à l'échelle étrangère. Eric Spoelstra, un des coachs les plus sous-cotés de l'histoire. Parce que je me souviens à l'époque du. C'est LeBron le coach. Non. Ça, je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça. Je savais, je provoque. Franchement, pour Tyronn Lue, c'est vraiment LeBron le coach. Ça, on est d'accord. Je suis pas d'accord. Arrête. Je suis pas d'accord, messieurs. Je suis pas d'accord. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais c'est pas parce que t'es pas d'accord que forcément t'as raison. Tyronn Lue, c'est un Abraham Grant. Mais je vais développer pourquoi je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que le vrai coach, c'était pas d'abord Tyronn Lue se permet d'insulter les LeBron James plusieurs fois en réunion d'équipe. Ce que ne faisait pas. Comment il s'appelle l'ancien coach, David Blatt. Qu'il veut, mais quand t'as pas de système, t'as pas de système. C'est David Blatt qui plusieurs fois c'est un roi de l'Euroleague. A baissé les yeux plusieurs fois. Mais on s'en bat les reins. On a un NBA. Les Américains ne s'occupent pas de l'Europe. Arrête. Donc David Blatt. Mais justement, David Blatt n'arrive pas à s'imposer parce que LeBron est le coach. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que les Cavs sont pas une grande équipe. Parce que David Blatt est un vrai coach qui effectivement veut mettre en place sa tactique, alors que Tyronn Lue, il s'est complètement effacé pour laisser LeBron James faire tout. Et LeBron est le premier entraîneur-joueur champion NBA. Alors c'est pour ça justement que les Cavs sont une petite franchise malgré leur titre en 2016 qui a été exceptionnel parce qu'ils auraient dû défendre David Blatt dès le début. Ils n'ont pas osé contrecarrer les LeBron James et ça s'est retrouvé. Moi, je reviens. Eric Spoelstra pour terminer avec ça. Ce que je voulais revenir. Je t'en prie, parle, c'est à ton tour, c'est ton gars. Merci Damas. Effectivement, Eric Spoelstra pour moi, c'est à l'époque du hit. Tout le monde nous disait c'est un sous-coach parce que il y a les Three Amigos qui sont là, Chris Bosh, Dwayne Wade et LeBron James. Ouais, mais justement, il trouve que le fond de jeu n'était pas beau. C'était spectaculaire ce que les trois faisaient des trucs de fou. Problème il y avait pas c'est pas vrai. Il t'amène des Chris Anderson qui sortent d'une part. Vraiment effectif, tu te rends compte sur le banc, il y avait Sean Batir, Mike Miller, il y avait Ray Allen. C'est un joueur de complément. Il y avait D-Wade, des LeBron James, c'est les deux meilleurs joueurs sur la période de la NBA. Mais non, ils arrivent à. Il y avait zéro fond de jeu avec ça, ils gagnaient juste sur des exploits individuels. Face aux Spurs, ils gagnent, mais la meilleure équipe c'est les Spurs sur le terrain. Je suis absolument pas d'accord avec toi concernant le Heat. Pourquoi je te permets de dire ça ? Le Heat défendait extrêmement bien. Bien sûr. Moi qui suis supporter des Pacers, j'en ai souffert bien le fait qu'on ait Roy Hibbert dans la peinture. Et j'attendais que Frank Vogel monte de la diversité. Ça n'a pas été le cas. Même si en tant que Pacers, tu devrais parler aussi de l'arbitrage. Pacer. Tu devrais parler d'arbitrage. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu des vols scandaleux. Mais il faut faire. Scandaleux. Donc on peut parler de l'attractivité des franchises également. Oui. On peut également en parler. Les LeBron qui vont au lancer franc alors qu'il n'y a pas faute. Il n'y a pas forcément faute là-dessus. Les contres illégales pas sifflés, je crois aussi. Vous avez des idées de coach développeur ? Alors les coachs en développement, c'est des. On a dit Popovic. Non. Au-delà de Popovic, vous avez des idées là-dessus pour terminer ? Budenholzer, on en parlait un peu tout à l'heure. Budenholzer. Moi, Kenny Atkinson. Il faut quand même le dire avec les Nets. Oui, Kenny Atkinson, j'ai dit tout à l'heure. Les Nets. J'ai trouvé ça. Nate McMillan avec les Pacers, qui fait maintenant 3-4 ans. Alors en moyenne, à la carrière d'un coach NBA, c'est très Kenny Atkinson, il va falloir voir ce que ça donne maintenant avec l'arrivée des deux big stars, notamment Kyrie Irving. Moi, je pense malheureusement que ça risquerait de faire le même cas avec Brad Stevens. Brad Stevens aime évoluer avec un collectif plus qu'avec un joueur star. Type caractériel avec par exemple Kyrie Irving. Et avec Boston maintenant ça se passe super bien. Et avec Boston, mais de toute manière lors de la saison 17-18 où Kyrie Irving se blesse, Boston ils vont en finale NBA et on voit ce qu'ils produisent. C'est ça que je pense que Brooklyn, finalement ces deux stars là ça va passer peut-être par le départ de le truc c'est moi qui suis supporter des Nets, je les suis quotidiennement et ce qui est vrai objectivement, c'est qu'il y a une équipe des Nets avec et sans Kyrie Irving. On est d'accord. Avec Kyrie Irving, on a l'impression que quand même Kenny Atkinson ne sait pas trop comment vraiment s'adapter, jouer avec lui, s'il doit dire quelque chose ou pas. C'est une superstar. Après, c'est normal, il vient d'arriver. C'est vrai. Il vient d'arriver. Et de l'autre côté, quand il est plus là, on le sent beaucoup plus relâché. Il arrive à imposer des joueurs. Même Dinwiddie joue mieux. Dinwiddie, ouais, tout à fait. Spencer Dinwiddie qui a un niveau All-Star. Alors là, on parle effectivement, on est en décembre 2019, mais voilà, pour le coup, c'est que Kenny Atkinson, c'est un mec qui arrive à vraiment te former des petits joueurs qui sortent de nulle part. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir faire des Nets une grande équipe avec Kyrie Irving et Kevin Durant? C'est autre chose et on verra s'il a les épaules pour être un grand entraîneur ou non. Alors pour dernier mot, moi je dirais simplement qu'aujourd'hui les coachs doivent faire face avec plusieurs interférences, avec les agents de joueurs qui aujourd'hui ont un point considérable par rapport aux joueurs NBA et à leur prédominance dans le vestiaire et sur le terrain.
doit faire face également donc aux joueurs majeurs, comme je l'ai dit, avec LeBron James, qui a plusieurs fois a essayé même de court-circuiter, plusieurs coachs. Aujourd'hui, un coach, pour moi, doit impérativement valider à sa cause le board. Donc, les présidents opération basket, toute la partie front office, doivent impérativement les valider au risque de ne pas rester très longtemps sur place.